Donc merci pour l'introduction. Donc Thomas Bozel, je suis directeur principal en transformation agile chez Deloitte. Et l'agilité, je pense que vous avez déjà dû entendre parler, non? Si je fais un petit vote à main levée, qui a déjà entendu parler d'agilité? Ouais, hein, quasiment toute la salle, j'en doute pas. Effectivement, l'agilité, c'est le buzz du moment, hein, c'est de ces dernières années, on va dire. Notamment ici, dans la région du Québec, on en parle beaucoup, c'est beaucoup fréquent. J'ai quelques stats qui sont intéressantes et qui montrent ça un petit peu, une simple recherche LinkedIn, et puis on peut tomber sur ces chiffres-là. Il y a environ 2300 postes ouverts de coach agile sur le territoire du Canada. Donc c'est quand même beaucoup, mais vraiment beaucoup là, d'avoir pu voyager dans différents pays, c'est quand même un ratio assez énorme. Il y a 513 postes sur la région du Québec, c'est-à-dire un quart des postes de coach agile sont pour la région du Québec, donc ça aussi c'est pas rien. Et si on va regarder vraiment l'environnement agile, c'est-à-dire n'importe quel poste, hein, du chef de projet au manager ou peu importe, là si on tape agile dans les keywords, on va tomber sur 60 000 postes dans un environnement agile. Donc bon, c'est quand même beaucoup. Donc pourquoi cet engouement autour de l'agilité? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'agilité? Si je fais encore un vote à main levée, qui sait de quoi ça parle l'agilité à peu près? Oh, il y a... Yeah, c'est ça. Je vous interrogerai pas. Mais... On est agile, c'est ça. Hein. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde a entendu parler, on sait à peu près ce que c'est, mais personne n'a levé la main, ou du moins très peu de personnes ont levé la main pour savoir ce que c'est. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quelques mots l'agilité de manière très simple, et puis plutôt que d'aller dans des grands concepts et puis vous donner une certification au bout de 2 jours, je vais aller avec des images très simples. Alors, ça, c'est un plat de pâtes. Un plat de pâtes, c'est plutôt facile à faire, je pense qu'on est plutôt bon là-dedans. On sait combien de temps ça doit durer, le temps de cuisson, donc on est de l'ordre du simple. Ok? Donc ça, c'est facile. Là, donner à manger à son enfant, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas trop comment on le fait. Donc là, on est déjà dans l'ordre du compliqué. Inversement, on peut savoir aussi ce qu'on fait, ou ça je viens de le dire, mais en tout cas, savoir comment on fait, mais pas trop ce qu'on doit faire. Donc là, on est dans l'ordre du compliqué. Ensuite, souvent, on est de l'ordre du complexe. Donc là, le complexe, c'est, bon, on sait à peu près ce qu'on veut faire, on sait à peu près comment on va le faire, mais il y a encore de l'incertitude là-dedans. Donc ça, on est de l'ordre du complexe. Et enfin, il y a le chaos. On ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, on est vraiment perdu, c'est le chaos. Alors, ces petites images très sympathiques, c'est pour vous dire que l'être humain et puis l'entreprise du coup, puisque l'entreprise est humaine, relève de l'ordre du complexe. On sait à peu près ce qu'on veut faire, on sait à peu près comment on va le faire, mais il n'y a aucune certitude. Il y a fut un temps, ou même encore maintenant, dans les travaux d'usinage, c'est très facile. On a des tâches répétitives, donc on va mettre des ressources dedans. Puis ce mot ressources, il revient souvent, mais on essaie d'humaniser un petit peu l'entreprise. Mais on est dans un milieu complexe. Certaines entreprises, eux, relèvent du complexe / chaos, qui vont chercher l'innovation. Parce qu'ils veulent vraiment essayer de pousser les limites de on sait à peu près ce qu'on veut, et puis on sait à peu près comment on va le faire, mais vraiment à la limite du chaos. Tout ça pour dire que, très grossièrement, j'ai découpé l'entreprise en 3 niveaux. Hein. J'aime bien utiliser l'appellation d'organisation en oignon. Donc là, je vous mets 3 couches d'organisation. Le premier, c'est l'agilité d'équipe, donc pour une équipe donnée, hein, à taille humaine. Ensuite, il y a l'agilité programme, donc plusieurs équipes, hein, on est l'ordre du programme. Et ensuite, l'agilité d'entreprise, donc carrément à la taille de l'organisation. Pour l'agilité d'équipe, c'est assez simple, on va réclamer ici des méthodes, on va réclamer un cadre, et puis on va dire cette équipe-là va devoir suivre ce cadre. On a peut-être ici entendu parler déjà de Scrum ou ce genre de choses, donc c'est des cadres qui se vendent très bien, les certifications aussi, et on se dit qu'en lisant la page Wikipédia, on peut donner un cadre à notre équipe et ça sera facile. Ensuite, il y a l'agilité de programme. Donc là, on va jouer un peu plus sur la gouvernance. Okay, on va commencer à avoir les différentes couches dans l'organisation. Et puis là, pareil, on vend une certification SAFe. Ça, vous avez peut-être aussi dû entendre parler un petit peu. Elle se vend très bien en ce moment. Et puis on se dit qu'en faisant ça, l'entreprise va être super agile. Et enfin, il y a le management et la culture au niveau de l'organisation. Donc là, c'est un peu plus flou. Là, hein. On touche à la culture, c'est un peu bizarre. Et puis là, on est vraiment dans l'ordre du complexe. Alors, on ne veut pas trop se mouiller en vendant des certifications. Quoique, il y en a qui existent un petit peu. Tout ça pour dire que dans les 3 cas, il y a des choses qui reviennent souvent. C'est 1, la volonté, et 2, les outils. Il faut des outils pour pouvoir faire ça.
Alors là, il y a le spectre de l'agilité un petit peu. Donc on reprend un état d'esprit avec 4 valeurs. Les valeurs sont simples, hein. On essaye d'avoir de la collaboration, d'avoir des interactions et de la communication entre les individus. On essaye aussi de s'adapter à un certain changement, parce qu'on est dans du complexe, donc on va essayer, on va expérimenter. Et en plus de ça, on va vraiment tendre vers des choses qui soient fonctionnelles. On veut aller vite à produire des choses. Les outils, il y en a plein, des centaines, des milliers. À vous de les essayer, c'est vraiment ça le fun. Mais pourtant, les entreprises aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont appeler un coach agile et puis ils vont lui donner un cadre. Et puis après, le mindset et les outils viendront après. Je pense que c'est un peu l'effet contraire. Je pense que les outils et le mindset font en sorte que vous allez créer votre propre cadre qui vous sera propre. Et là, on pourra créer enfin le playbook qui vous correspond plutôt que de voir un playbook Wikipédia qui ne correspondra pas. Donc c'était un peu ça pour moi l'agilité. Pourquoi je vous parle un peu de cette introduction-là? Parce que c'est un gros impact sur justement le management et notamment sur l'évolution du management. Ici, on va parler un petit peu de génération, générationnel. Alors, un petit vote à main levée pour vous mettre bien mal à l'aise après ce déjeuner. Qui fait partie de cette génération baby boom, c'est-à-dire des années 45 aux années 60 dans la salle? Levez la main. Ok, il y en a quelques-uns. Ensuite, qui fait partie de la génération management 2.0, ou plutôt lean management, donc on est plutôt dans les années 60-80. Ça, c'est-tu l'année de ton diplôme ou c'est l'année de ta naissance? On dira rien. On peut tricher. Ok, donc il y a déjà beaucoup plus de monde ici. Génération Y, 80, 95. Ok, il y en a un petit peu moins que la génération X. Ok, est-ce qu'il y a des millennials ici, donc des gens qui sont nés post-95, etc. Oh, j'ai vu des mains levées. On y croit ou pas? Ouais, hein. Excellent. Je vais aller à travers ces différentes générations et puis la différence justement de management qu'on peut voir. Donc, côté management 1.0, donc pour les baby boomers, dites-moi si je me trompe et si mes recherches sont bonnes parce que je n'étais pas né. On était plutôt sur une sécurité d'emploi. Donc quand je vois mes parents, etc., on était plutôt sur la sécurité d'emploi. D'ailleurs, c'était mon père qui travaillait pour amener l'argent, puis ma mère qui était plutôt la ménagère. Donc c'était un petit peu ça aussi la culture qu'il y avait à l'époque. Pour les générations X, on va plutôt chercher une vie privée, vie perso. On se rend compte que les deux parents travaillent. On va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir absorber aussi la famille et les loisirs. Ensuite, la génération Y, parce que moi je n'ai pas levé la main, mais je suis de la génération Y, on va chercher vraiment une liberté, une flexibilité. Donc on est un petit peu justement hors cadre, etc. C'est peut-être pour ça que je suis assez réticent au cadre agile qu'on a vu tantôt. Mais en tout cas, c'est ça. Et ensuite, les millennials, eux, c'est vraiment la full autonomie, c'est laissez-moi faire, je suis assez grand. C'est les enfants, ça. L'impact sur l'organisation. D'un côté, on a une organisation qui est très hiérarchique, pyramidale, ça on la connaît bien, surtout pour les générations management 1.0 et puis génération X, on va dire, et avec une communication qui est à la fois descendante, et puis on a voulu essayer de casser un petit peu ces silos très descendants, en essayant de construire une communication transversale. Donc on va commencer à créer des lignes d'affaires pour pouvoir avoir justement une communication un peu plus transverse. Et puis là, côté génération Y, on va plutôt partir sur de l'holocratie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à se partager les responsabilités. Donc le manager va pouvoir déléguer des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et la communication va être matricielle. Alors là, c'est un peu le bazar, l'organisation matricielle. En ce moment, c'est pareil, c'est aussi à la mode que l'agilité. Donc, c'est avoir à la fois de la communication verticale et horizontale. Et donc, on appartient à plusieurs équipes, on a plusieurs chefs. Et ensuite, pour les millennials, encore une fois, laissez-moi faire, c'est l'organisation organo-intuitive. Donc là, c'est vraiment une organisation qui est vraiment organique, avec du flat management pur et dur. Ensuite, en termes de management, donc tout ça, ça se résout là-dessus. Il y a un management qui est très directif pour les baby boomers. Je sais, je ne fais pas une généralité pour cette génération-là. Il y a un management qui est un peu plus participatif. Donc, on va venir voir tout le monde dans l'organisation pour avoir des conseils. Et ensuite, pour la génération Y, ça va plutôt être un management qui va être collaboratif. Donc là, on ne va pas que pour des conseils, on va aussi pour une discussion, des débats pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis à la fin, il y a un management éclairé, donc on va tendre vers l'innovation et on va essayer d'avoir des décisions qui sont très courtes, très rapides, mais en même temps pour faire des essais très courts, très rapides. On est vraiment ici à la recherche de l'innovation, donc entre la complexité et le chaos, pour aller beaucoup plus vite, il faut aussi réduire nos temps de livraison. Donc c'est un peu ça l'idée.
Moi, j'avais une petite anecdote, là, une petite histoire très personnelle qui m'est propre. Je ne l'ai pas mis ici parce que c'est peut-être propre à moi, mais je suis originaire de France, comme vous pouvez l'entendre, je pense. Et j'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, en tant qu'apprenti, donc je faisais le matin à l'entreprise et puis l'après-midi à l'école. Et à l'entreprise, quand je regardais le top management, qui était probablement des générations baby boomers à cette époque-là, c'était l'homme blanc et qui jouait au tennis ou au squash. C'était un peu l'image que j'avais du manager, et puis c'était assez impressionnant parce que ces personnes-là avaient fait aussi de grandes écoles, des écoles privées ou des écoles de commerce. Moi, je suis issu de familles modestes, donc j'ai été à l'école par le soutien de mes parents, mais à l'école publique. Et c'était compliqué pour moi d'aller chercher une entreprise comme Deloitte ou comme Accenture à cette époque-là parce que j'avais pas un beau diplôme qui shinait, ok? Puis il fallait forcément un MBA. Donc ça, c'était un petit peu l'image que j'avais de l'entreprise il y a 15 ans. Et puis au fur et à mesure que les générations avancent, puis là on peut le voir dans la salle, il y a beaucoup de générations X et il y a quelques générations Y, plus le temps avance, plus ces générations-là commencent à prendre de la place dans le management et sont issues justement de cultures et d'environnements différents. Hein, on va commencer à avoir des femmes de plus en plus, et puis là je le vois dans la salle qu'il y a beaucoup de femmes et ça j'en suis ravi. On va commencer à avoir aussi des personnes étrangères, pas que forcément l'homme blanc qui sort d'école de commerce, et des gens comme moi qui ont fait l'école publique et qui arrivent chez Deloitte en tant que directeur principal. Donc en gros, aujourd'hui, il y a vraiment une diversité au sein du management, et ça je trouve ça super intéressant et super beau à soulever. Ça se caractérise aussi dans le succès. Le succès, à l'époque, même encore maintenant, il y en a quelques-uns, on aimait bien avoir le succès personnel puis le montrer, donc c'est-à-dire avoir sa petite récompense personnelle. Et même dans son bureau, là je le vois, des fois il y en a encore en mode virtuel, on voit ils ont leur diplôme derrière sur la caméra, puis c'est comme s'ils étaient fiers d'avoir leur baccalauréat ou leur master. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est propre aux générations, je pense, un peu plus passées, où on cherchait le mérite. Dans les générations, plutôt vers ma génération, on est plus vers la récompense d'équipe. On va chercher quelque chose vraiment à travailler en équipe et puis avoir une récompense de groupe. Alors que les millennials, eux, ils ont encore une autre vision là, de la récompense, c'est plutôt virtuel. Donc eux, ça va être plutôt en mode selfie, donc des récompenses assez fréquentes et pour autant très rapides. Donc ils vont poster leur TikTok ou leur Insta, et puis ça va durer peut-être une semaine, et puis après on va passer à autre chose. Donc ils ont un besoin comme ça de pouvoir y aller plutôt souvent. C'est les likes, la récompense. C'est les likes, les récompenses aussi, mais les likes maintenant sont éphémères. C'est pour ça qu'avec TikTok, etc., les likes là, ils commencent à être un petit peu has-been, et puis c'est vraiment en mode, on doit mettre, c'est ça, j'essaie, moi je sais pas TikTok, alors j'essaie de comprendre un peu comment ça marche, mais il faut que ce soit vu plein de fois, mais de manière, dans un très court temps. Des impressions. Des impressions, exactement. Il faut que ça shine un petit peu. Donc c'est ça un peu qui est intéressant ici. Donc je vous montre tout ça et puis je vous parle un peu de mon histoire parce que c'est cette diversité qu'on vient chercher. C'est une diversité qu'on a aujourd'hui et qu'on cherche dans les équipes et dans les entreprises. Ici, je reprends cette matrice de la performance et de la confiance de Simon Sinek. Et ça représente un peu ça. À l'époque, on n'avait pas l'ouverture aussi facile aux technologies. Moi, je suis né avec les technologies, j'ai grandi avec ça. Et puis, comme ceux de la génération X ou Y, on est vraiment né là-dedans. Et du coup, ça a démocratisé la technologie et l'apport face aux technologies. Tout ça pour dire que, à l'époque, on cherchait quelqu'un de performant. On cherchait la top performance. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Alors, forcément, tout le monde rêverait d'avoir LeBron James dans son équipe, donc quelqu'un de super performant et de confiance qui vous mènera à la victoire tout en vous apportant vraiment, en vous élevant vers le haut. Mais malheureusement, des LeBron James, ça ne court pas les rues. Donc, bon, vous l'avez compris, je suis un peu dans les sports d'équipe. Alors maintenant, est-ce qu'il faut voir quelqu'un de performant quitte à empiéter sur la confiance ou l'inverse? C'est là où justement les temps changent un petit peu. Ici, on a Neymar. Neymar, c'est un footballeur qui joue pour le PSG, mon équipe favorite. Et lui, il est plus intéressé par son image et ses coupes de cheveux plutôt que de partager le ballon avec ses amis. Et puis, on n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions à cause de ça, je pense. Donc, c'est bien de l'avoir, là, ça met une belle image, mais par contre, à long terme, on ne va pas très loin. Puis là, on a Fred VanVleet, qui est de Toronto Raptors. Lui, il n'est pas forcément sous les projecteurs, et puis il arrive à ramener une équipe de rookies au play-off de l'NBA. Bon, ils se sont fait éliminer la semaine dernière, mais en tout cas, c'est pour dire que ce gars-là, c'est un gars de confiance, mais ce n'est pas forcément le top player. Donc tout ça pour dire qu'on va chercher une diversité au sein des équipes, et on va plutôt tendre vers des gens de confiance pour créer justement un climat d'équipe et non plus un climat individualiste. Tout ça, toute cette grande introduction m'amène à la place du manager. Et puis là, je vais vous donner une image que vous n'avez jamais vue avant.
c'est le manager versus le leader. Ouais, je sais, c'est très cliché, je pense que c'est la première image que j'ai trouvée sur Google Images, mais ça faisait une belle introduction pour la suite. Alors, le manager, ou plutôt le dirigeant, il va dire les choses, alors que le leader va plutôt accompagner. Ok, bon, je vous ai pas appris grand-chose ici, mais comme je disais, ça va me faire une belle introduction. En fait, le dirigeant va plutôt gérer les gens, ok? Le leader va plutôt gérer le système. Et là, je vous ai perdu. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça, gérer le système plutôt que les gens? Alors, on va essayer de voir ça ici avec une petite mise en situation. Je suis Valérie Plante, j'ai changé un peu d'apparence, maire de Montréal, et je veux que ma ville soit une ville propre et que mes citoyens soient en forme. Ok, ça c'est ma vision de la ville. Parfait. Si moi, Valérie Plante, je suis plutôt en mode je gère les gens, c'est très facile pour moi. Je vais pouvoir imposer l'arrêt de l'utilisation de la voiture. Je vais pouvoir obliger mes citoyens à utiliser le vélo. Je vais pouvoir distribuer des amendes parce qu'on est dans l'ordre du punitif. Donc si tu ne le fais pas, tu auras les conséquences. Et je vais aussi instaurer une obligation de faire du sport. Ça marche. Ça marche, mais est-ce que les gens vont être heureux là-dedans? On cherche là vraiment à créer un esprit d'équipe où les gens sont heureux. On essaye d'instaurer un climat bienveillant. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne approche que de gérer les gens. Voyons voir comment on peut être aussi efficace, peut-être même plus efficace, en gérant le système. Pour la même chose, avoir une ville propre et avoir des gens en forme, on va plutôt rendre les rues piétonnes. Voilà, on va fermer les rues. Alors c'est pareil, quelque part on ne va plus pouvoir utiliser la voiture. Mais on n'a pas forcé les gens à le faire. On a juste contraint le système à ne plus utiliser la voiture pour telle ou telle rue. Ensuite, on va proposer des vélos partagés, donc les Bixi. Puis là, encore une fois, on peut imaginer plein de choses, les avoir gratuits, puis les gens les prennent et puis peuvent se balader. Ensuite, on peut sensibiliser les gens, donc faire des campagnes de sensibilisation, c'est toujours bien, plutôt que de distribuer des amendes. Et enfin, rendre l'accès au gym gratuit. Donc ça, pareil, c'est peut-être utopiste que d'avoir des gyms gratuits, mais j'ai pu voir très récemment que dans Montréal, il y a des gyms à l'air libre, extérieur. Et j'ai vu des gens qui, bon, c'est pas pour critiquer, mais qui n'étaient pas top shape, qui sont passés devant et qui se sont prêtés au jeu à faire parce que c'était là devant leurs yeux et ils ont été accueillis par ça. On leur a proposé de faire du sport et ils ont fait du sport. Tout ça pour dire que quand on gère le système, on va amener les gens vers là où on veut aller en leur proposant des choses plutôt qu'en imposant des choses. On va créer une culture d'entreprise. Si les gens n'aiment pas ce fonctionnement, qui préfèrent avoir une voiture et qu'ils sont tannés de ne pas pouvoir rouler dans Montréal, peut-être qu'ils changeront de ville et qu'ils iront dans une autre. Bah là, on aura fait en sorte de pouvoir leur proposer ça. S'ils ne veulent pas, ils changeront et ça va justement encore plus créer cette culture et la renforcer cette culture en attirant des gens qui sont plutôt dans ce sens-là. Alors, tout ça, ça m'a amené en fait à essayer de voir avec vous un système qu'on pouvait peut-être améliorer ou proposer. C'est le parcours employé. Le parcours employé, je vous le propose ici, il commence pour moi de l'entrevue et puis il se termine lors du départ. Et ça, c'est vraiment important, l'entrevue et le départ, parce que c'est deux choses clés qui sont souvent oubliées. Alors, la première chose, c'est l'entrevue. L'entrevue, c'est la première impression que l'on donne, la première image que l'on donne de l'entreprise à notre futur employé. Et puis, Marianne, tout à l'heure, va nous parler un peu plus de l'entrevue, donc je vais être très, très light là-dessus. Mais en gros, pour moi, l'entrevue, elle doit être assez simple. Donc, il n'y a pas de supériorité. L'intervieweur n'est pas supérieur à l'interviewé. On essaie d'instaurer un climat de confiance, on ne va pas essayer de chercher la petite bête ou alors de piéger le candidat. Ce que j'aime faire en général, moi, c'est donner le déroulé et les questions en avance au candidat. Vous allez me dire, mais si tu donnes les questions en avance, c'est facile, il va savoir y répondre. Bah oui, mais en même temps, aujourd'hui, les entrevues se font à distance, il a Google à côté de lui, je pense qu'il est plus rapide que moi pour répondre. Donc, tout ça pour dire que finalement, on s'en fiche des réponses, tout le monde les a. On va plutôt chercher un mindset. On va plutôt chercher vraiment à quelqu'un, est-ce qu'il va fitter avec l'équipe? Et on va essayer de le mettre dans des situations en fait, où on va pouvoir se dire, bah, lui, il réfléchit différemment, ça va être un atout pour mon équipe, ou lui, il réfléchit pareil parce que ce sera bien pour ça. En tout cas, on va se faire une idée de la personne et non pas de ses compétences. Les compétences, ça vient après, ça peut s'apprendre. La personne, par contre, pourra changer, c'est différent. Donc, on va vraiment chercher l'esprit d'équipe. Ici, c'est ce que moi j'utilise personnellement en entretien et c'est ce que j'envoie aux candidats avant qu'ils puissent arriver à l'entrevue. Donc je fais un petit brise-glace, quelque chose d'assez basique. Je prends des dés virtuels.
sur Google, je les lance, et puis de 1 à 6, j'ai différents topics. C'est quoi la dernière série que tu as regardée? C'est quoi ton album préféré? Des choses complètement rien à voir avec le cadre. Et moi aussi, je me prête au jeu. C'est-à-dire que moi aussi, je vais présenter aussi mes goûts musicaux, mes goûts de télé, etc. Parce que je suis au même niveau que l'interviewé. Et là, en fait, on essaye de justement avoir un esprit plutôt bienveillant et puis casser un petit peu le stress que pourrait avoir un candidat. Ensuite, question générale sur le poste en question. Moi, c'est l'agilité. Bah, tiens, c'est quoi pour toi l'agilité? Qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà. Puis, on très très rapide là-dessus. 2-3 études de cas. Et c'est là le plus important. Donc, des études de cas, c'est des choses, des problématiques que moi je vois au quotidien ou peut-être même que j'ai eu le jour même. Des fois, ça m'arrive d'improviser puis de dire tiens, j'ai cette chose-là ici. Et on va parler de ça. Et comment tu t'en sentirais? Qu'est-ce que tu ferais? Et puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a son point de vue. Mais par contre, on va pouvoir voir si on a des fits instinctifs entre nous ou pas. Et ensuite, chemin de carrière projection, donc qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Aujourd'hui, on n'est plus là, hein. 5 ans, on ne sait pas, mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire là maintenant et dans 6 mois ou dans 1 an? Surtout en conseil comme moi, j'ai besoin de savoir parce que si la personne veut faire du pur conseil et que je le mets sur du delivery, bah, là j'ai recruté quelqu'un et j'ai tapé à côté. Et cette personne-là ne va pas être heureuse dès le premier jour de son arrivée. Donc ça c'est super important aussi, c'est le chemin de carrière, on va le voir juste après. Et ensuite le feedback. Bah, le feedback, vous allez comprendre au fur et à mesure du parcours, c'est quelque chose que je pousse beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut s'améliorer. On est dans une optique d'amélioration continue, donc le feedback il est dans les deux sens. Je propose un feedback au candidat sans lui dire si on va le prendre ou pas, mais en tout cas je lui propose un feedback par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, et je lui demande un feedback en retour. Donc je lui propose, donc il peut me dire non, par contre je le demande après et il peut me dire quelque chose sur moi. Ça me permet en fait de m'améliorer et ça permet aussi de lui montrer que je ne suis pas supérieur à lui, que je suis bel et bien un être humain avec un cerveau et que j'ai besoin moi aussi de m'améliorer. Ensuite l'arrivée. L'arrivée, c'est toujours un petit peu stressant, peu importe le poste. Moi, j'ai intégré Deloitte en août, donc j'ai encore changé d'entreprise récemment, et j'étais stressé aussi. Voilà. J'étais stressé comme tout le monde, je ne sais pas quoi faire, je suis un petit peu perdu. Alors, je vous propose un petit agenda, c'est l'agenda que moi je fais personnellement, et puis après, voilà, c'est une proposition, puis encore une fois, c'est à améliorer, c'est à vous imprégner de ça. Je prépare l'avant-arrivée. Donc je communique l'agenda au nouvel employé parce que le jour 1, si c'est pas ce qu'il fait, c'est un peu compliqué. Donc je préfère lui dire voilà ce qui t'attend, on va faire ça, pas de stress, tout va bien. On va informer l'équipe aussi pour pas que l'équipe soit surprise le jour 1 en ayant un courriel disant bonjour, Joe est arrivé. Ensuite, il va y avoir un aménagement de l'agenda. Ça, je pense que c'est plus important quand on est gestionnaire, c'est aménager son agenda parce qu'on est pris sous l'eau et puis on est vite vraiment pris dans des meetings importants et puis on oublie qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver, que cette nouvelle personne est probablement remplie de questions et sur lesquelles il va falloir répondre le jour 1. Le jour 1, donc prévoir un temps d'accueil en one-on-one. On va essayer d'être à l'écoute tout au long de la journée pour avoir des questions. On va lui fournir bien évidemment les éléments logistiques. Et enfin, on va expliquer le déroulé des prochains jours. Quelque chose d'assez light, on ne va pas non plus lui mettre trop de choses dans son cerveau. Et la semaine 1, justement, pareil, souvent ce que je peux voir, c'est qu'on essaye de le présenter à tout le monde, et puis on lui donne plein de noms, et puis on lui donne des organigrammes, et puis on lui donne tout. Bon, il n'a rien retenu, il est juste en train de se dire qu'est-ce que je suis, où je suis. Donc là, on va essayer d'avoir une présentation à l'équipe réduite, vraiment réduite. On va aussi essayer d'avoir des one-on-one avec des personnes clés avec qui il va interagir vite ou qui pourraient lui donner des informations intéressantes. Et ensuite, on pourra encore une fois être présent et à l'écoute. À la fin, pour le mois, là, on va pouvoir commencer à céduler des cafés virtuels. On va pouvoir aussi définir des objectifs de carrière et ensuite récolter encore une fois du feedback, comment s'est passé ton onboarding et comment on pourrait faire autrement pour les prochaines recrues. Donc là, encore une fois, on l'implique dans l'entreprise, on l'implique dans le process. Tout ça, je le prépare en fait avec des objectifs et ça, c'est un réflexe que j'aime partager. Tout ce que j'entreprends, là c'est pour l'onboarding mais ça pourrait être pour autre chose, je commence par les objectifs, je réfléchis à des résultats attendus et puis je le mets en œuvre. Donc pour moi, l'employé, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'on puisse l'accueillir, il faut qu'on puisse l'introduire et ensuite l'accompagner. Voilà, à partir de ça, j'en déduis mes résultats recherchés et ça me donne cet agenda. Le feedback, ça c'est un sujet ça. Le feedback, je ne sais pas si il y en a qui doivent être parents ici, ça ne marche absolument pas avec les enfants, ils ne nous écoutent pas quoi qu'il arrive. Alors on va essayer de faire en sorte que ça marche avec les employés, pas sûr que ça marche non plus, mais en tout cas je peux vous donner 2-3 tips là-dessus. En tout cas sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait plutôt pas faire. Le feedback se propose, on essaie de le proposer, on essaie
d'éviter d'imposer ou alors essayer de trouver le bon moment, hein, parce que ça fait jamais plaisir d'avoir un feedback négatif. Le feedback positif, bon, je ne vous en parle pas, je pense qu'il est gratifiant, donc peu importe, il n'y a pas vraiment de méthode, la personne sera contente. Ils se discutent, c'est-à-dire qu'à la fin, il va falloir qu'on ait quand même des choses qui ressortent de ça, et ils s'explorent avec des pistes d'amélioration, évidemment, et puis des actions. Le sandwich feedback, le feedback sandwich, pardon. Celui-là, c'est celui qu'il faut éviter de faire. C'est celui que j'entends malheureusement trop souvent. Il est compliqué. C'est celui du compliment, du reproche et du compliment. Alors celui-là, vraiment, je l'entends tout le temps et il fait mal parce que la personne se voit complimentée, donc elle est contente, puis tout à coup, elle se voit se prendre un petit reproche et puis là, elle n'écoute plus rien et puis elle se focus sur le reproche et puis ça avance pas les choses. Voilà, c'est juste pour donner un feedback. Donc, je vais vous proposer la façon dont je fais le feedback. Encore une fois, ce n'est pas la façon de faire. Je vais vous en proposer d'autres encore après. Il faut aussi se mettre dans les chaussures de la personne à qui on donne le feedback. Donc, moi, je suis français, je suis assez direct. Donc, ce genre de feedback, je le donne en général à des personnes qui sont OK pour avoir du feedback direct. Mais sinon, après, j'ai des choses un peu plus soft. Donc ce que je fais, c'est que je vais donner une observation, voilà ce qu'on a observé ou ce que j'ai observé à titre personnel. Voici ce que ça m'a procuré comme sentiment là, par rapport à cette situation-là. Et voilà les conséquences que ça a. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Donc celui-là est très direct, hein, on va vraiment, je mets deux pieds dans le plat et puis on y va, et on va chercher l'amélioration. Je suis quelqu'un de direct et ce que je veux, moi, c'est qu'on s'améliore, c'est pas de rester sur le problème. Donc je suis plutôt en mode solution focus et je vais pouvoir privilégier ça. Après, vous tapez sur Google comment donner un feedback, ils peuvent vous en donner plein. Il y a par exemple le 3A, que je vais vous présenter très rapidement, parce que ça dépend vraiment de la culture aussi de la personne qui est en face de vous. Si la personne est très susceptible ou qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir des feedbacks négatifs, le triple A peut être un peu mieux adapté, c'est-à-dire je vais l'avoir ici pour ne pas me tromper, apprécier, amplifier et ajuster. Donc j'apprécie ça chez toi, c'est vraiment bien, etc. On va en mettre une petite couche encore dessus parce que c'est vraiment top et puis on va pouvoir améliorer ça. C'est-à-dire que tu fais bien, mais tu pourrais faire mieux. Donc on est encore une fois dans une optique d'amélioration, mais le feedback il est très très positif dans ce cas-là. Donc voilà, tout ça pour dire que le feedback, il y a plusieurs méthodes. Je pense que vous tapez ça sur Google, il y en a plein. Mais gardez en tête que le feedback doit être constructif et qu'à la fin on doit avoir un plan d'action. Voilà, c'est juste ça le mot final sur le feedback. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le plan de carrière. Donc, il y a des entreprises qui ont des revues annuelles avec des objectifs, etc., tout ça. Là, je m'intéresse vraiment aux managers, aux gestionnaires qui ont envie, sous la bonne, sous base de volontariat du coachee, être coaché pour son plan de carrière. Le plan de carrière, c'est quelque chose qui se propose aux collaborateurs, il n'est pas obligatoire, en tout cas c'est ma vision du plan de carrière, il n'est pas obligatoire. Il doit se faire sur une base assez fréquente et puis on va ensemble en fait co-définir nos objectifs. Je vous propose un plan de carrière ici, celui que j'utilise, il est tiré du PMI Career Path. Je l'ai adapté un petit peu à ma sauce, on va dire, mais je le trouve assez intéressant. Il donne un snapshot en fait de la personne en question. Donc là, on va prendre l'exemple de Tom. Bon, c'est pas moi, mais ça pourrait. Et puis, je vais dire à Tom, bah, tiens, sur 4 axes, donc le leadership, la gestion, l'agilité et la communication, c'est quoi tes connaissances? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Puis là, il va tirer plein de ficelles, etc. Puis on va se retrouver dans un truc un peu comme ça. Donc niveau gestion, il sait gérer les projets, Tom. Par contre, gérer un programme, il est encore en cours d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est orange. On peut jouer aussi avec ça. En termes de communication, il sait s'exprimer face à un groupe. Il veut s'améliorer encore en donnant des conférences. Il sait aussi faire des podcasts. Et puis en agilité, il est à fond dans Safe 5.0. Donc ça, c'est parfait. Cet exercice, en fait, sur base de volontariat, il est bon pour la personne déjà de le faire soi-même. Vous pouvez tous le faire vous-même, Ça vous apprend beaucoup sur vous-même parce qu'on pense savoir ce qu'on fait et ce qu'on sait faire, mais quand on l'écrit sur un bout de papier, c'est différent. On réalise que notre boîte à outils est quand même assez pleine. À partir de là, ce qui va être intéressant justement entre le coach et le coachee, donc le manager prend une casquette de coach, là, et puis le coachee c'est l'employé, c'est de voir justement qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes plus faire ou tu n'aimes pas faire, et qu'est-ce que tu aimerais explorer. Donc là, par un simple jeu d'emoji là-dessus, on peut voir ça. Tom, là, il ne veut pas gérer les projets, il en a marre, il en a déjà trop fait, et il ne veut pas faire du podcast non plus, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il est certifié Safe 5.0, donc ça c'est plutôt bien en tant que manager de le savoir parce que s'il y a des personnes dans mon équipe qui veulent être certifiées Safe 5.0, on saura qui aller voir pour pouvoir demander de l'aide.
Ensuite, il aime la communication et il aimerait avoir un petit coup de pouce pour pouvoir être meilleur dans les conférences. Voilà, ça c'est un career path qui est fictif parce que je peux pas vous montrer les career paths que je fais, c'est de l'ordre du privé, mais ça ressemble à peu près à ça, et puis vous pouvez le faire sur à peu près n'importe quoi. Moi j'utilise Miro par exemple, c'est un outil avec des post-it, etc. collaboratifs. Donc bon, ça donne une belle image, et puis à partir de là on va pouvoir fixer les objectifs. Et on pourra proposer justement à Tom, est-ce que tu veux que je te donne une formation sur les conférences? Est-ce que tu veux avoir un binôme? Est-ce que tu veux chercher quelqu'un dans l'entreprise qui pourrait t'aider à faire mieux? Et je vais garder l'œil aussi ouvert sur les différentes conférences qu'il peut y avoir à Montréal. Je vais faire en sorte que Tom grandisse, parce que c'est ça qu'il cherche. Ça, c'est très porté coach-coachy, donc c'est très privé, c'est pour ça que je ne vous partage pas. On peut faire aussi quelque chose de très simple, vraiment très simple, ça m'a pris à chaque fois, ça me prend peut-être 15 minutes à le mettre en place. C'est la matrice des compétences pour l'équipe. Pareil, sur base de volontariat, ça se propose, c'est pas obligatoire. C'est ça, donc ça c'est vraiment une matrice de compétences que j'utilise dans une de mes équipes. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai caché les visages, mais vous voyez bien. Donc ici, je divise comme le career path, c'est à peu près pareil, des grandes catégories. On a l'advisory, on a le delivery, le leadership, la communication, puis il y en a d'autres encore. Puis il y a des sous-catégories. On n'est pas trop dans le micro, parce que ça serait vraiment trop. Et là, on va se dire, dans l'équipe, qui a les compétences dans quoi? Et qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? À peu près la même chose que tout à l'heure. Mais on le partage. Ici, ce qui est intéressant, c'est la légende. Donc, 1 carré, ça veut dire que la personne connaît un petit peu les choses. 2 carrés, c'est que la personne est confirmée qu'elle est indépendante. 3 carrés, c'est qu'elle peut conseiller déjà, donc elle est experte, elle peut conseiller, et avancer, pardon. Et ensuite, 4 carrés, c'est que la personne est experte, elle peut conseiller et enseigner. Ça, c'est de l'auto-évaluation. Okay, donc, c'est-à-dire que la personne peut mettre ce qu'elle veut. Moi, en tant que manager, je ne l'utilise absolument pas, et puis je n'ai pas forcément mon mot à dire. Et c'est simplement pour voir la marge de progression. Je pense que si tu mets 4 carrés, c'est que ta marge de progression, elle est quasiment finie. Par contre, si tu en mets 3, c'est qu'elle est encore un peu, puis si tu en mets 1, c'est vraiment que tu as une grosse marge de progression sur le sujet en question. Mais le plus important ici, ce qui va créer justement l'esprit de groupe et l'entraide organique dans ce groupe, c'est les emojis, ici. En plus, c'est fun parce que cette équipe-là est assez jeune, donc avoir des emojis, ça les appelle, c'est mieux qu'un fichier Excel. On va avoir ici un petit cœur, j'adore ce topic-là, donc là, ça permet de montrer à l'équipe que ce topic, j'aime ça, et puis on peut en parler quand vous voulez, je suis vraiment passionné. Le petit fantôme, ça veut dire que ça, j'ai envie de le ghoster, là, c'est vraiment pas mon truc, j'aime plus ça, ou alors c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Et la main levée, ça c'est le plus important, c'est tiens, pour ce topic-là, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a quelqu'un, quoi. Et ça, en fait, si on revient sur le slide précédent, c'est ce qu'on peut voir ici, et c'est ce qui est intéressant. C'est que là, sans même l'intervention du manager, les personnes peuvent se faire des coffee chats, peuvent se voir dans les bureaux, parce que maintenant les bureaux ont réouvert, et ils peuvent parler des sujets qui les intéressent. Ici, on peut voir que la personne qui est, si je prends la personne qui est ici, pour le product management, elle a un petit cœur, puis là, il y a 3 mains levées. Là, c'est pareil. Soit l'équipe s'autogère ici, puis va créer un petit événement autour du product management pour que cette personne-là qui adore ça et qui est experte puisse sensibiliser les autres. Elle peut faire ça, ou alors, tout simplement, moi, en tant que manager, si je vois ça, ça me pop et je dis « Ah, il y a peut-être un sujet ici, je vais peut-être organiser un événement ou un talk ou une formation. » Parce qu'il y a un engouement autour du product management. Donc c'est aussi simple que ça. Après, pour le conseil, je l'utilise aussi pour trouver les bons mandats. Parce que un collaborateur heureux, c'est quelqu'un qui est sur des choses qui travaille sur un mandat qui le rend heureux. Donc si je mets quelqu'un qui ghost ici les formations sur un mandat de formation, je perds son intérêt et le client il n'est pas content parce qu'il aura forcément une formation de mauvaise qualité parce que si on n'a pas le cœur, on n'a pas la qualité, même si on a les compétences. Donc ça c'était un peu pour montrer que sans passer par les process d'objectifs annuels ou de promotion ou peu importe, des simples petits outils au quotidien peut permettre en fait l'apprentissage continu et créer en fait une équipe et non pas créer un ensemble d'individus avec des certifications. On a vraiment une adhésion et une cohésion d'équipe. Et ensuite vient le départ. Parce que même on peut être le meilleur manager du monde, la meilleure boîte du monde, il y a des départs et il y en aura toujours. Et en plus de ça, les départs sont de plus en plus fréquents. Les baby boomers, la moyenne, donc une étude Randstad de 2021, nous dit qu'il reste 11 ans dans une entreprise. On essaie de faire carrière, il y a la sécurité de l'emploi, on l'a vu tout à l'heure. Alors que les générations Y et Z, puis j'en suis un petit peu l'exemple, je ne suis pas fier, mais on reste 3 ans, voilà, en moyenne.
moi un peu moins des fois, pas que je dise trop fort, mais on reste 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on est dans la quête à chaque fois de l'apprentissage continu. On veut apprendre, on veut découvrir. Donc si on reste dans une entreprise, on sait que la marge d'évolution, souvent en plus avec, tu sais, dans les entreprises le plus souvent c'est l'entretien annuel, donc tous les ans potentiellement on peut avoir quelque chose de nouveau, mais on reste un petit peu bloqué. En changeant c'est plus rapide, voilà. Surtout avec le marché aujourd'hui là qui est complètement fou, on peut vite apprendre plein de belles choses. Ça va me faire parler en fait du offboarding. Quand quelqu'un part, c'est en fait la chose, l'image la plus puissante qu'il peut diffuser au sein des réseaux, au sein de ses amis, au sein de sa famille, etc. Une personne qui part doit partir contente, heureuse et en bonne relation. Si on le laisse partir en lui disant au revoir et en lui envoyant une gift card, bah, je pense qu'il va nous oublier très vite. Si on le laisse partir sur une mauvaise note, alors là encore pire, il va nous faire de la mauvaise pub. Par contre, si on part et qu'on prépare son départ avec qu'est-ce que tu pourrais améliorer au sein de l'entreprise, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, encore une fois, dans une optique d'amélioration continue. Ben là, qu'est-ce qu'on va créer ici? On va créer quelqu'un qui est écouté. Et ça, il n'y a rien de plus gratifiant que d'être écouté. Donc même à son départ, la personne va être écoutée, elle va pouvoir donner son two cents, c'est un peu ça, vu qu'elle part, elle va pouvoir être complètement transparente. Il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de filtres, etc. Ça, pour lui, ça va lui procurer en fait une joie et en tout cas une bonne note de départ. Il va pouvoir dire aux personnes qu'il va rencontrer, et peut-être dans sa nouvelle firme, des gens qui vont quitter la firme, bah tiens, mon ancienne firme, ils s'améliorent, ils sont bons, et puis là, c'est quelqu'un qui part pour peut-être 2 personnes ou 3 personnes de recruter. C'est aussi donner l'image, quelque part, à l'équipe de se dire « Ah mince, on a perdu un tel, mais oh là là, il a été écouté, et en plus de ça, on va s'améliorer, et ça va renforcer la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur place vont se sentir vraiment encore plus écoutées et avoir plus envie d'améliorer les choses au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas à prendre à la légère. Laissez pas partir quelqu'un en le laissant partir, écoutez-le, il va vous donner plein de feedback, et après, ça va être un super ambassadeur pour des prochaines recrues. Pas plus tard qu'hier, et c'est une histoire vraie, une personne qui a quitté mon équipe dans mon ancienne firme m'a contacté, il m'a envoyé son CV et il a envoyé le CV d'une amie qui l'a recommandé. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de gratifiant, c'est-à-dire que c'est une personne qui m'a quitté et qui revient aujourd'hui pour travailler avec moi dans une autre entreprise, autre contexte, et en plus de ça qui a fait du bouche à oreille. J'ai perdu une personne, j'en retrouve 2. Donc ça c'est assez, c'est un bon exemple. Ouais. En fait, peut-être une étape de plus, ça serait peut-être de faire, si possible, un overlap entre celui qui part et la personne qui arrive. Donc, à ce moment-là, en plus d'être écoutée, elle peut coacher la nouvelle personne qui rentre. Lorsque c'est possible, je pense que c'est ce qui est le best, en fait. Non? Bien évidemment, c'est sûr que l'overlap, là, il est suggéré à 3000%. C'est sûr qu'ici, j'en ai pas beaucoup parlé parce que les départs sont assez rapides. En France, c'est 3 mois, donc on a quand même le temps, avec le préavis, etc., d'avoir l'overlap, donc j'en parle. Ici, des fois, on n'a pas le temps d'avoir un overlap, justement, et puis la personne part, et puis on ne peut pas la remplacer, donc j'en parle pas. Mais oui, effectivement, si on a une personne qui remplace, faire le biseau, là, pendant cette transition, ça serait vraiment l'idéal. Effectivement. Et ce sera encore plus gratifiant parce que la personne va en plus de ça enseigner à la nouvelle personne. Donc c'est pas mal. Tout ça là pour conclure, ici c'est ma vision en fait du management moderne. Donc j'ai banni le mot agilité parce que pour moi il ne veut rien dire. Le management moderne, on va dire, c'est un système, voilà, un système qui est sécuritaire dans lequel en fait on va pouvoir collaborer. Donc on va pouvoir vraiment instaurer un esprit d'équipe, vous l'avez bien entendu, collaborer, mais tout en gardant en fait des moments de concentration, parce que les gens, avoir un esprit d'équipe c'est bien, mais ils aiment bien aussi avoir leurs moments à eux. Il ne faut pas non plus les pousser à vouloir trop faire une équipe d'une équipe, quoi. Je vois beaucoup de team building, et puis on essaye de mettre des billards, des baby-foot dans les locaux pour essayer de promouvoir ça. Il y a aussi besoin d'avoir aussi des endroits où on peut se concentrer, ça c'est important. Et le plus important aussi pour moi, vous l'avez compris maintenant, c'est l'amélioration, c'est-à-dire accepter l'échec. C'est comme ça qu'on grandit plus vite. Moi aussi, je ne suis pas forcément un bon exemple, mais j'ai jamais ouvert un livre de ma vie. J'ai eu la chance d'avoir mes diplômes sans ouvrir un livre là. Donc je déteste ça. J'ai toujours appris en fait en échouant. Par contre, l'échec, il ne faut pas qu'il soit gros. Et d'où l'agilité. Essayez à petite échelle et sur une base fréquente. Et si ça marche, faites-le mieux. Si ça ne marche pas, recommencez. L'échec est le meilleur atout pour pouvoir grandir vite. Et j'en suis le principal témoin parce que c'est ce que j'ai toujours fait et ça m'a plutôt pas mal réussi à date. Donc c'est ce que j'essaie de promouvoir en tout cas dans mon équipe, c'est de leur dire
n'ayez pas peur, échouez tant que l'échec n'est pas visible. En tout cas, pas trop. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir ici, j'ai mis 5 points. Il n'y a pas de recette magique, vous l'avez bien entendu, sinon ça serait trop facile, il y aurait une page Wikipédia et je ne serais pas là aujourd'hui. Développez votre écoute et votre empathie. Je pense que c'est ça, un bon manager, en tout cas, c'est un manager qui est à l'écoute, qui sait se mettre dans les chaussures de la personne qui est en face de lui. C'est accompagner aussi les talents. Donc on est plutôt là pour mettre de l'engrais ou arroser les talents, plutôt que ce que j'entends encore une fois beaucoup trop souvent, c'est éduquer les gens ou éduquer les ressources. On n'est pas des ressources, on n'est pas des imprimantes et on ne nous éduque pas. On a eu des parents pour l'éducation, donc on est là vraiment pour faire en sorte d'élever les gens et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir grandir. Gérer le système, pas les gens. Donc encore une fois, n'essayons pas d'être trop directifs, mais plutôt essayons de jouer sur le système, c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, utiliser, expérimenter des outils simples. Ben voilà, des outils, je vous en ai montré quelques-uns ici. C'est ceux que j'utilise, ça ne veut pas dire que c'est les bons, ça ne veut pas dire que c'est forcément à essayer, mais en tout cas, essayez de trouver vos propres outils, il y en a plein, vous allez sur internet, vous regardez des vidéos, vous pouvez utiliser les miens pour les essayer, mais créez vos propres outils et créez votre propre cadre de travail. 3 petites littératures ici pour aller un peu plus loin. Le leader sans titre, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, ça promeut un peu le flat management. C'est ce que je fais maintenant, ça fait 5 ans que je suis dans le management et 5 ans que je ne me considère pas comme un manager. Le management bienveillant aussi, donc c'est comme je disais, se mettre dans les chaussures de l'autre et être à l'écoute et développer son empathie. Et celui aussi que j'aime beaucoup, c'est le chef parle toujours en dernier. Ça en fait c'est promouvoir l'intelligence collective. Encore une fois, ce sera mon mot de la fin. On est tous humains, on a tous un même cerveau, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre, on pense juste différemment. Et c'est l'intelligence collective qui nous fait aller plus loin, pas l'intelligence individuelle. Merci beaucoup.